Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. La transition verte de l'agriculture européenne a-t-elle imposé une forme de décroissance et donc un passif à tous nos agriculteurs? L'écologie, quand même, qui est devenu un mantra tout puissant, et c'est vrai que le pacte vert européen est quand même très prégnant. La France était la première puissance agricole et on a sacrifié sur l'autel de la bobo-écologie parisienne notre agriculture. Oui, il y a l'impératif écologique, on doit baisser l'utilisation de pesticides. Et ce projet de décroissance, il a malgré tout été porté par une grande partie de la gauche et par les élus macronistes. Et c'est le leitmotiv de la colère agricole, la surcharge administrative et les normes environnementales jugées trop complexes et trop coûteuses, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que la France en demande trop à ses agriculteurs en mettant des normes, en plus des normes européennes qui sont déjà parmi les plus drastiques du monde? Est-ce que la paperasse demandée à nos agriculteurs n'est pas aussi un handicap pour eux? Est-ce que les normes environnementales tuent la compétitivité de nos agriculteurs? Agriculteurs, faut-il privilégier la compétitivité à la défense de l'environnement? Eh bien vous dites oui à 67%. Et notre invité spécialiste des questions agricoles, Frédéric Descrozaille, est avec nous, député Renaissance du Val-de-Marne. Bonsoir, merci d'être présent dans Les Vraies Voix à Sud Radio. Philippe Bilger, de nouveau, il y a toute une liste effectivement de revendications et la surcharge administrative en fait partie. Tout ce que j'entends depuis plusieurs jours et qui est suscité par la légitime attention sur le drame des agriculteurs fait que j'entends un certain nombre de choses qui semblent évidentes pour tout le monde, mais il sera intéressant tout à l'heure de connaître l'avis de monsieur le député. Je veux dire par là, j'entends qu'il y a trop de normes. J'entends qu'il est guère compatible de défendre les intérêts nationaux avec la cause européenne. J'entends qu'il y a le libre-échange qui, au lieu de libérer, étouffe l'agriculture. J'entends un certain nombre de choses qui vont évidemment très systématiquement en faveur de l'agriculture française, et je me demande véritablement, n'ayant pas la science infuse dans ce domaine, si tout cela est exact ou si le procès n'est pas un petit peu de mauvaise foi. Il m'intéressera de le savoir. Oui. Olivier D'Artigol. Sur cette dimension, l'exécutif qui n'a pas tenu sa promesse d'une grande loi d'orientation agricole, on se souvient qu'il y avait eu une annonce forte il y a quelques années là-dessus. Pour autant, le report du texte que devait présenter Marc Fesneau se justifie par le fait d'intégrer, monsieur le député nous le confirmera ou pas, cette demande faite par les agriculteurs d'une simplification dans les démarches administratives. Nous avons, depuis le début du mouvement des agriculteurs, des témoignages sidérants venant de ces travailleurs de la terre qui nous disent « mais vous ne pouvez pas savoir combien, quand je quitte mon champ, l'idée de devoir monter les dossiers est quelque chose pour moi qui est devenu insupportable, ingérable. » J'ai en mémoire un témoignage hier sur un média où la personne était quasiment en larmes en disant j'ai besoin de me faire aider. Et il y a y compris des cabinets conseils qui aident, mais qu'il faut rémunérer pour entrer dans les clous d'un certain nombre de recommandations. Il y a un exemple, et j'en termine là-dessus, qui fait florès concernant les haies. Oui. Avec 14 textes, réglementations, disons, qui s'accumulent et qui font que bon. Donc c'est l'un des sujets, ça n'est pas le seul, mais sur lequel l'exécutif est attendu très fortement pour apporter des réponses rapides et précises. Est-ce que le texte Fesneau ira là-dessus? Nous verrons. Madi Seydi. C'est un secret pour personne qu'en France, nous sommes quand même un pays en obésité normative. Et comme en France, on fait rien comme personne, on est toujours très fiers de faire des choses différemment des autres. Ce serait vraiment dommage, notamment pour notre souveraineté alimentaire et pour les agriculteurs, qu'on se crée une espèce d'exception française, comme on est toujours très fiers de le dire, sur cette question de normes, en contradiction très souvent entre la norme européenne et la norme interne. Donc à un moment, il faudra en tout cas prendre en compte ce désaccord normatif. Et nos auditeurs sur notre compte Twitter disent « Les agriculteurs en grande majorité sont les premiers acteurs de la défense de l'environnement et du milieu où ils vivent, travaillent et où leurs bêtes sont élevées ». Monsieur le député François Descrozaille est avec nous, un député Renaissance, Frédéric, député Renaissance du Val-de-Marne,
spécialiste des questions agricoles. Je disais, avant d'ouvrir ce grand débat, est-ce que finalement le danger n'est pas d'opposer l'agriculture à l'écologie ? Ah si, vous avez raison. Quand on simplifie outrancièrement, on fait des bêtises. Et oui, c'est un écueil d'opposer l'agriculture et l'écologie, puisque il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas d'avenir agricole sans transition agroécologique. Il n'y a pas d'écologie sans le métier du vivant. Il n'y a pas d'écologie là où il n'y a pas de présence humaine. C'est une façon d'aménager. L'écologie, c'est une façon de vivre dans un endroit. Donc il ne faut pas les opposer. Maintenant, dans tout ce que j'ai entendu, je trouve que vous avez relevé en très très peu de temps les uns et les autres énormément de choses de ce qui est en train de se passer. C'est effectivement une très grande complexité. Moi, je voudrais souligner que ces contradictions avec lesquelles doivent se débattre les agriculteurs, et là, c'est quelque chose qui nous pète à la figure. Ce sont des contradictions que nous avons tous en tant que consommateurs, citoyens, contribuables, électeurs. C'est nous, comme consommateurs, qui nous plaignons de prix qui augmentent, et c'est normal. Beaucoup de ménages modestes y sont violemment confrontés, mais c'est pas au même coût que nous aurons la transition agroécologique, plus de signes de qualité dans les produits alimentaires, plus de saisonnalité, plus de qualité y compris dans les cantines, plus de bio, plus de traçabilité, moins d'une complexité agronomique sur les exploitations. Ça se fera pas au même budget. La souveraineté alimentaire, nous y sommes très attachés. La crise Covid elle a été là pour nous rappeler à quel point il est vital de pouvoir au moins avoir de quoi se nourrir avec ce qui est produit. Mais cette transition agroécologique, effectivement, si nous mettons la charrue avant les bœufs, passez-moi l'expression, oui, les normes environnementales vont avoir un impact sur les rendements. Aujourd'hui, avoir un modèle d'agriculture qui ne perd pas son potentiel de production en répondant de cet objectif de transition agroécologique, nous ne l'avons pas parce que nous n'avons pas les circuits de commercialisation. Là, vous avez une exploitation aujourd'hui qui a recours à des produits phytopharmaceutiques, qui a recours à des engrais azotés, qui a un acheteur ou deux, en saturant des équipements avec des camions, des mètres carrés de stockage, etc. Si vous introduisez de la polyculture élevage, des haies vives, des moutons qui vont faire les herbicides entre les vergers aux tiges et les plants de vigne, il vous faut, là vous aviez 2 acheteurs, il en faut 6, il en faut 10. Si vous morcelez l'appareil de commercialisation et de distribution, c'est un petit peu plus cher. Donc, la première chose que j'ai envie de dire, là, de toute façon, c'est vraiment pas le moment. Et c'est difficile à entendre, mais nous n'aurons pas ce que nous attendons de notre agriculture, de notre alimentation et de lutte contre le réchauffement climatique au même prix. Vous êtes agriculteur, vous voulez témoigner, Aude attend vos appels au 0826 300 300. Philippe Billiard. Monsieur le député, étant le moins expert de ce plateau dans le domaine de l'agriculture, même si j'ai une vraie passion pour les agriculteurs, est-ce qu'il est possible, et pardon pour la provocation de mon interrogation, est-ce qu'il est possible véritablement de défendre nos intérêts nationaux en donnant toute l'importance que vous attachez, je crois le comprendre, à l'Europe et à ses dispositions? Je pense carrément que nous ne pourrons pas défendre nos intérêts nationaux hors cadre européen. Je rappelle que nous bénéficions à hauteur de 9 milliards d'euros de la politique agricole commune. Il n'y a pas de puissance entre les États-Unis et la Chine sur les questions de stabilité géopolitique, avec la déstabilisation que nous pouvons attendre aux portes de l'Europe, à l'Est et en Méditerranée. Il n'y aura pas de place pour une nation comme la France pour se protéger. Je ne le crois pas du tout. La conjugaison de nos intérêts nationaux avec l'Europe, je veux dire, c'est une conjugaison à la fois sur notre sol de cette agroécologie avec une agronomie plus complexe que je viens d'évoquer. Donc en fait, réintroduire de la polyculture élevage dans beaucoup d'endroits où il y a eu des spécialisations, mais c'est certainement ne pas renoncer à notre capacité exportatrice. 1 tonne de blé en France sur 2 est exportée, principalement pour nourrir le Nord-Afrique. Pendant la crise Covid, tout était à l'arrêt, l'agriculture non. Les camions, ils ont roulé, les bateaux, ils ont navigué. Et l'Afrique du Nord a profité de la production de céréalières françaises. C'est une contribution nette à la stabilité géopolitique
du sud de la Méditerranée. Il y a 3 mois de sécurité alimentaire mondiale dans le monde par an. 3 mois. C'est lié à 5 zones de production excédentaires dans le monde, dont l'Europe de l'Ouest, principalement la France. Ça serait de la folie d'y renoncer. Une pure folie. Olivier d'Artigol veut réagir, monsieur le député. Monsieur le député, très récemment, le président Macron s'est engagé à proposer une pause dans les normes environnementales. Comment cela va-t-il se traduire ? Alors, comment ça va-t-il se traduire ? Je ne pourrais pas vous répondre à cette question-là, monsieur d'Artigol, parce que je ne peux pas encore vous dire qu'est-ce qu'on va mettre dans cette loi. Ce qui est certain, c'est que le Parlement va s'en emparer, et quel que soit ce que va nous proposer le ministre dans son projet de loi, je pense que là, il va y avoir des débats parlementaires assez passionnés, et j'espère passionnants sur ces questions-là. Ce que je peux vous dire, c'est que cette question des normes environnementales, vous preniez l'exemple des haies, parce qu'il est mais emblématique. Effectivement, si un paysan veut planter 600 mètres de haies, il y a code rural, code de l'urbanisme, code de l'environnement, pour que une partie du paysage soit classée, je ne sais pas quel bureau du ministère de la Culture qui est concerné. Et si le préfet sort un arrêté, il y a exactement une chance sur 2 que le lendemain de sa parution, il soit attaqué par une ONG ou une association. Mais en fait, ce mal qui est très français, c'est un fonctionnement en silo. Nous avons des administrations centrales, environnement, agriculture, santé, c'est vrai, merci, qui ne se parlent pas, qui ne travaillent pas de manière concertée. Et je dis ça respectueusement pour les fonctionnaires, parce que chacun se donne du mal à son niveau, chacun fait son travail. Mais ce que sait faire une entreprise sur la fameuse expérience client, c'est-à-dire faciliter la vie de ses clients. Une entreprise, elle n'exporte pas ses contraintes de fonctionnement internes. Elle ne va pas, passez-moi l'expression, emmerder ses clients parce qu'elle a besoin de je ne sais pas quoi pour son service facturation. Et bon. L'administration ne sait pas le faire. L'administration n'arrête pas d'exporter ses propres contraintes. Les administrations, elles ne travaillent même pas de manière concertée. Mais ça, c'est un truc qui est devenu complètement dingue. Et notre responsabilité de parlementaire que nous ne prenons pas assez, c'est le contrôle du gouvernement, c'est-à-dire en fait le contrôle de l'action publique. C'est-à-dire que nous ne prenons pas suffisamment le temps de savoir ce que font les services pour être plus pertinents dans notre interpellation des ministres, pour que l'exécutif facilite la vie des gens, au lieu, parce que, encore une fois, chacun fait son maximum, chacun mais il n'y a pas suffisamment de travail d'équipe pour se dire, comment on facilite la vie de celui qui est en bout de chaîne et qu'on inonde d'exigences, de trucs à remplir, à répéter, etc. Mais monsieur le député, il faudra bien trouver des solutions, parce que on ne peut pas rester comme ça en l'état. Il y a bien des solutions à trouver. On ne peut pas juste rester béat en disant voilà, c'est difficile, les organisations ne peuvent pas changer, l'organisation est certainement figée. Il y a forcément des choses à régler quand même. Et rappelons-nous qu'il y a une dizaine d'années, François Hollande nous avait vendu le choc de simplification. Oui. Alors, pardonnez-moi si je me suis mal fait comprendre, parce que je n'ai pas dû être clair. Je ne dis pas du tout qu'il faut rien faire. Je ne dis pas du tout que c'est infaisable. Je pense que c'est effectivement très, très difficile. Et ça relève de... Je vais vous donner un exemple. La mandature précédente, j'ai supervisé un projet qui s'appelle Repas à l'hôpital. Ça a été testé de manière scientifique avec des ingénieurs restauration à la manette dans 3 établissements hospitaliers. La PHP à Paris, à Douai et à Paris-le-Monial. Ça prouve qu'en luttant contre le gaspillage alimentaire, c'est 50% l'hôpital, le gaspillage. En luttant contre le gaspillage alimentaire, on peut renouveler 30% de l'offre alimentaire et avoir les critères des lois Egalim en termes de qualité, de signes de qualité, de bio à l'hôpital, sans un article de loi et sans une ligne de budget. Bon, ce projet, il a été conduit. Les équipes étaient tellement fiers de piloter ça qu'ils l'ont fait pendant la crise Covid. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, et ça me nave, et c'est quelque chose que je réclame moi-même au gouvernement, il n'en est rien tiré. Je ne sais pas en fait ce que c'est devenu. Je ne sais pas quelles leçons en a tiré la direction générale de l'offre de soins du ministère de la Santé. Et pourtant, tout est sur la table. Et ça démarre avec un travail d'équipe, c'est-à-dire comment on se réorganise entre nous, parce que personne n'est fier d'une chaîne dont on sait qu'à la fin, il y a 50% des repas qui sont jetés. Et c'est une stricte organisation. Je vous donne cet exemple-là parce que c'est beaucoup plus difficile d'avoir cet effort collectif, cette prise de conscience collective qui implique beaucoup de monde, qui ne pointe pas de responsabilité, qui ne dit pas c'est Machepro qui est un nul, on va le remplacer par Michu. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est long, c'est beaucoup plus difficile que d'inventer l'eau tiède, d'avoir l'idée géniale de la prochaine loi et de je sais pas quelle initiative qui va faire le buzz 48 heures
et puis en fait sort sans qu'il y ait eu un état des lieux correctement critiqué, quoi. Merci beaucoup, monsieur le député Frédéric Descrozaille, d'avoir été avec nous, député Renaissance du Val-de-Marne, spécialiste de ces questions agricoles. Vous restez